pas d'invité aujourd'hui, je suis tout seul devant le micro et je réponds à vos questions aujourd'hui, des questions sur la photo, la pratique de la photo, le métier de photographe comme je le vois, les livres photos, l'IA, des conseils qu'on peut donner à des débutants photographes qui veulent commencer à travailler. On parle d'un peu de Rise Up et de compagnonnage. C'est parti. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de moi-même. On va commencer par des remerciements. Merci à tous les auditeurs, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui ont répondu à mon message et posé des questions. Je ne pourrai malheureusement pas répondre à tout le monde parce que j'en ai sélectionné, je crois, 6 qui devraient prendre déjà une bonne heure pour être développés. Mais je referai des épisodes comme ça de temps en temps si je vois que ça fonctionne bien et que les gens sont intéressés et ont envie d'en savoir plus et que vous l'écoutez, parce que c'est un petit peu la base de ces épisodes-là. En tout cas, merci à ceux qui ont répondu et qui ont posé des questions. On va faire quelques annonces relatives à Dans l'œil du photographe. Aujourd'hui, Dans l'œil du photographe, c'est essentiellement un podcast. Et je pense, j'aimerais vraiment que ça devienne un petit peu plus large que ça. Je pense que j'ai un peu négligé le côté communauté, c'est-à-dire que j'ai un petit peu fait ce qui me plaisait, ce que je fais. C'est un petit peu ma manière de fonctionner. Quoi que je fasse, je fais ce qui me plaît. Je m'inquiète pas trop de ce que les autres pensent. Et puis, si ça marche, super. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais je trouve que j'ai quelque chose d'assez sympa. Je vois qu'il y a des résultats positifs parce que j'ai régulièrement des retours de gens qui ont pu évoluer grâce à ça. Et je me dis que c'est dommage de ne pas pousser la logique jusqu'au bout, pas forcément financièrement. Je m'en fous un peu de rentabiliser le podcast. Et on en parlera un petit peu plus loin d'ailleurs, des raisons pour lesquelles je ne suis pas trop enthousiaste à l'idée de monétiser le podcast. Mais d'un point de vue communauté, d'un point de vue de tout ce que ça peut m'apporter par ailleurs, en termes de notoriété, en termes relationnels, en termes de développement de moi-même aussi, parce que le principe d'arriver à verbaliser ce qu'on pense et la manière dont on travaille, finalement, ça m'aide autant que ça peut aider les gens qui écoutent, parce que ça me force à réfléchir à la manière dont je fais les choses. Donc voilà, dans l'œil du photographe, je vais essayer de le développer un petit peu à plein de niveaux. Le premier niveau, ça va être le blog. J'avais des grandes ambitions pour le blog, j'ai jamais eu le temps de le faire et j'ai décidé maintenant que j'allais le faire davantage. Donc le blog, ces derniers temps, a été davantage mis à jour. J'écris plusieurs articles, j'en ai d'autres dans les tuyaux. J'ai des séries d'articles que je vais mettre en ligne, dont une série qui va s'appeler MAGA, Make Analog Great Again. J'ai hésité longtemps sur le titre. Je trouve assez marrant en fait, donc où je vais un petit peu faire un point de ce que le numérique nous a apporté et de quelle manière en fait on peut ne pas se laisser bouffer par le numérique. Le point de départ de cette réflexion, c'est le fait qu'à l'époque de l'analogique, on avait 36 photos, on faisait 36 photos et ça marchait très bien. Et pourquoi à l'époque du numérique, je fais 600 photos pour avoir 36 photos correctes, voire une en fait. Et comment est-ce que je peux retrouver cette philosophie de l'analogique qui n'était pas mauvaise en fait, avec le confort du numérique. Donc le prochain épisode de cette série d'articles, ça va justement être sur la photo, et j'en ai plusieurs sur les emails, sur plein de choses en fait, sur lesquelles moi j'ai trébuché. Et j'ai réfléchi à des manières en fait d'exploiter la technologie sans en abuser et sans surtout que la technologie ne m'exploite moi, ce qui est un petit peu le grand problème en fait des téléphones et des ordinateurs aujourd'hui. Donc voilà, le blog va se développer et si quelqu'un veut y participer également, je suis ouvert à toutes les suggestions, donc n'hésitez pas à revenir vers moi.
J'ai mis en place la semaine dernière un serveur Discord. Alors, il existe depuis un petit moment, je l'avais déjà créé, je m'en étais jamais vraiment occupé. Là, il est actif, j'ai commencé à communiquer autour, on commence à avoir des membres qui se connectent, on commence à avoir des discussions qui prennent place. Il y a des salons qui se sont créés, enfin que j'ai créés sur des thématiques et je vais le développer au fur et à mesure. J'ai un petit peu traîné à le développer parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je développe absolument les salons avant de communiquer. En fait, je me suis rendu compte que ça pouvait se faire dans les deux sens et que c'était pas grave. Le but du serveur, c'est d'être une communauté de gens intéressés par la photographie. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui existent déjà. J'avais notamment recommandé Street Photo France, qui est un des gros serveurs street photo français. Mais il se trouve que par rapport à ce que moi je veux faire et par rapport à ce qui est dans l'œil du photographe, je trouve que la street photographie est un petit peu limitante et j'aimerais justement qu'on attaque un petit peu tous les sujets que je peux aborder dans le podcast. Donc le serveur en fait va servir à ça. Ça va être le prolongement de la communauté dans l'œil du photographe, c'est-à-dire quand vous avez quelque chose à dire, quand vous avez un retour à faire, quand vous voulez parler des épisodes, quand vous avez des questions, je vais essayer, peux pas promettre que ça va fonctionner, mais je vais essayer d'ajouter au fur et à mesure les invités au serveur et de les faire participer au moins dans les quelques jours qui suivent les épisodes, la diffusion de leur épisode, peut-être pour qu'ils puissent répondre à vos questions le week-end qui suit. Je ne sais pas encore quelle forme ça peut prendre, mais en tout cas, le but de ce serveur, ça va être ça. Et donc une communauté et surtout un coin d'internet un petit peu positif parce que de la même manière que les articles MAGA s'en prendront au fait que Internet essaie d'exploiter un petit peu nos instincts les plus bas pour se développer. Moi, je n'ai pas envie de ça et je pique éhontément ce concept à Arnold Schwarzenegger qui a un podcast également et une application sur le fitness et qui veut créer le coin positif d'Internet. Je voudrais créer un coin d'Internet positif. Ça veut dire quoi positif? Alors c'est pas de la bienveillance. Le mot bienveillance de plus en plus me fait un peu cringer. Ce que je voudrais, ce que je vise dans un coin positif, c'est un endroit où personne ne se prend pour un professionnel avec les grands guillemets qui est meilleur que les autres et qui sait déjà tout et qui va donner des leçons à tout le monde. C'est un monde où il n'y a pas quelqu'un qui se prend pour un génie alors qu'il n'est clairement pas un génie. Ce que je voudrais, c'est un endroit où on se tire tous vers le haut et où on peut se parler franchement sans se vexer et même, soyons fous, avoir de l'humour et se vanner un petit peu parce qu'aujourd'hui tout le monde se vexe pour un rien. Donc j'aimerais vraiment avoir une communauté positive et une communauté qui se tire vers le haut. Alors c'est un but très noble, c'est beaucoup moins facile à mettre en place, surtout si je suis seul à gérer le serveur. Mais d'une manière générale, je vais quand même essayer de tirer ça vers le haut et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc le serveur existe. Pour le moment, ce que je vais vous proposer pour vous attirer dessus, j'ai créé une section critique où c'est moi qui critique vos photos, c'est moi directement. Donc si vous accordez un petit peu de valeur à ma parole et à mon interprétation, bah voilà, vous avez une opportunité de présenter 2-3 photos et d'avoir un retour sur ce que je pense qui fonctionne et qui peut ne pas fonctionner dans vos photos. J'essaie d'être bienveillant, j'aime pas ce mot, j'essaie d'être juste dans ma critique. S'il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent et je le dis. S'il y a des choses qui me plaisent pas, je le dis également. Il peut arriver qu'une photo soit pas bonne du tout. Et j'essaie de le dire de la manière la plus douce possible. Il peut arriver qu'une photo soit géniale et je le dirai sans hésiter aussi. Mais voilà, en tout cas, je vais proposer ça pour vous attirer sur le serveur. Je vais aussi organiser, je le fais déjà pour la FFPMI, mais je vais le faire pour Dans l'œil du photographe. Je vais organiser des sorties photos à Paris ou selon mes voyages, peut-être je pourrai organiser des photos ailleurs. Et ces sorties photos se feront uniquement via le Discord. Il n'y aura pas de groupe Facebook, il n'y aura pas d'annonce sur Instagram, il n'y aura pas de choses comme ça. Ça sera uniquement pour les membres du Discord. Donc si vous voulez y participer, il faut vous inscrire. Et en juin, ce que je vais faire également sur le Discord, je vais avoir beaucoup de boulot en juin. Je crois que j'ai un job plus ou moins tous les 2 jours. Du coup, je vais mettre en place des live vidéos du tri et de la retouche des photos des albums que je vais rendre. Et ce sera également uniquement via le Discord. Donc voilà, si ces sujets vous intéressent, si vous voulez avoir un avis sur vos images, si vous voulez qu'on se rencontre et qu'on participe à des sorties photos, et si vous voulez voir un vrai process de travail
en coulisses, en fait, toutes les coulisses de ce que je fais. Donc, je ne peux pas vous amener avec moi sur l'événement. Mais si vous voyez l'intégralité des photos que je prends sur l'événement, la manière dont je les trie, la manière dont je les retouche, et je peux expliquer toute ma réflexion sur la façon dont j'ai photographié une scène en vous montrant absolument toute ma planche contact quelque part, ça je le ferai volontiers pendant le mois de juin. Et j'ai également créé un salon audio qui pour l'instant on n'est pas assez nombreux pour le faire vivre, mais sur lequel je me connecterai régulièrement parce qu'on avait ça avec les photographes de mariage. Le serveur a changé, j'ai pas retrouvé où ils étaient tous passés, mais j'aimais bien ce petit serveur où on pouvait papoter en triant des photos. Ça permet de pas être focalisé parce que des fois on est un peu paralysé par la décision, le besoin d'avoir la décision et de se dire qu'on va devoir décider en fait, et ça peut casser un peu le rythme. Donc c'est vrai que de pouvoir discuter avec des gens, d'avoir une discussion en cours pendant qu'on fait ça, ça permet aussi de s'en sortir et d'avancer un petit peu mieux et plus vite. Donc le serveur est en place. Je vous mets le lien dans les notes d'épisode si vous voulez le rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Venez dire bonjour, venez vous présenter, venez participer aux discussions. La troisième chose et la dernière chose que je vais annoncer par rapport au blog dans les du photographe, c'est une newsletter. Ça fait longtemps que je veux le faire. Alors, il y a une vraie logique et j'en parlerai un petit peu plus loin par rapport au fait que je ne veux plus être sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Donc, pendant longtemps, et comme tout le monde, j'ai cru que Facebook était une manière efficace de communiquer. Ça n'est pas le cas. Et c'est même tout le contraire en fait. Donc je vais revenir aux bases de ce qui fonctionne. Donc une communauté par un serveur Discord qui est le nouveau forum, le blog sur lequel j'espère vous faire venir plus régulièrement et pouvoir communiquer, et une newsletter qui est un petit peu la meilleure manière en fait de communiquer, de faire parvenir les informations, donc qui sera probablement automatisée sur les épisodes, et une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, une newsletter sur ce qui peut m'intéresser ou un thème à venir. Donc je suis déjà au boulot là-dessus. Vous pouvez vous inscrire sur le site, il y a un pop-up, donc dlodp.fr, il y a un pop-up qui est tout en bas. Il y a un menu qui est tout en bas dans lequel vous pouvez vous inscrire. Donc si vous voulez rejoindre cette newsletter, n'hésitez pas à le faire. Voilà pour les nouveautés à venir du site et du blog et du podcast et du serveur Discord. Et j'ai sélectionné 6 questions. 6 questions qu'on m'a posées. La première est as-tu déjà eu envie d'arrêter la photo et as-tu une méthode pour pallier au manque d'inspiration? Alors, arrêter la photo, jamais. Je vis photo H24, c'est-à-dire que j'ai toujours un appareil photo avec moi. La plupart de mes lectures sont liées à la photo. J'écoute des podcasts sur la photo. J'écoute souvent des podcasts en anglais. J'écoute très peu les podcasts en français. Pas par snobisme, mais simplement parce que j'ai l'impression de bosser en fait quand c'est en français. En anglais, je suis j'ai un peu de recul. Et puis ça me permet de découvrir aussi des choses un peu différentes. Mais non, jamais arrêté la photo. Par contre, ce que j'ai pu envisager par moment, c'est d'arrêter le travail de photographe. Ça me tente par moment, en général, quand j'ai un job qui ne s'est pas trop bien passé, ou quand j'ai beaucoup de boulot et que je ne suis pas du tout à la maison et que je ne vois pas mes enfants, ce qui va être, à mon avis, le cas fin juin, parce que, je vous l'ai dit, j'ai pas loin d'un job tous les 2 jours pendant le mois de juin. Donc ça m'est déjà arrivé de me dire que je fais juste ce qui me plaît en fait. Et ce qui me plaît, c'est de sortir dans la rue et de faire des photos. Et c'est même pas de les partager, pas d'aller sur les réseaux, pas de mettre sur Instagram. Vous voyez que mon Instagram il n'est pas souvent mis à jour parce que je le fais quand je me dis qu'il faudrait peut-être que je communique. Mais juste faire des photos en fait, c'est vraiment ça mon plaisir. Et des fois, ouais, là, le mois de juin, je vous dis, à la fin du mois de juin, je pense que je vais décider, enfin, je vais me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça? Et j'aurais pas vu mes gamins plein de soirs. Ma femme aura dû gérer 3 enfants plusieurs fois dans le mois toute seule. Elle va pas être contente. Moi, je vais être triste de pas les avoir vus. Et donc, la question va se reposer d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, faut comprendre que le métier de photographe, au-delà d'être au service de quelqu'un qui a des attentes et d'être contraint par ça, en fait, c'est-à-dire que moi j'ai des clients qui ont une certaine vision de ce qu'ils veulent recevoir, donc j'ai des contraintes par rapport à ça, c'est-à-dire que je ne peux pas faire que ce que je veux.
contrairement à dans la rue où si j'ai envie de rester pendant 20 minutes sans bouger à un endroit et attendre qu'il se passe quelque chose, je peux. Sur un mariage, si je fais la mairie intégralement d'un endroit en me disant cette photo-là, elle va arriver, elle va être super cool, je vais avoir un problème parce que je vais rater beaucoup de choses à côté. Donc c'est pas la même pratique. Mais au-delà de tout ça, le métier de photographe, c'est de la comptabilité, c'est de la vente, c'est de la communication, c'est des réseaux sociaux. Et donc de temps en temps, j'ai envie de dire ok, je fais des images pour moi et c'est tout. Et financièrement, je pense que je pourrais même me débrouiller pour fonctionner comme ça. Ça serait pas forcément très confortable au démarrage, mais ça serait faisable. Mais ouais, ça m'a déjà traversé l'esprit. J'ai aussi d'autres exemples. Je le donne souvent en exemple, c'est Daniel Milnor, qui est l'épisode 101 du podcast, qui lui travaille pour Blurb. Donc il a un métier lié à la photo. Il fait à peu près tout ce qui m'intéresse et il est payé pour le faire, sans la pression des photos. Alors il y a d'autres pressions. Mais voilà, c'est une question que je me suis posée et j'ai parlé un petit peu plus haut de rentabiliser le podcast. C'est des fois une réflexion quand j'ai ces questionnements-là, de me dire est-ce que j'arrêterai pas d'être photographe payé, professionnel, pour me focaliser sur faire des photos pour moi et avoir un métier en rapport avec la photographie qui serait d'en parler. Donc de temps en temps, je me dis, est-ce que je rentabiliserai pas le podcast plus directement? Si vous posez la question, le podcast n'est pas rentable directement, c'est-à-dire que je n'ai pas de facture publicitaire pour le podcast, j'ai pas des gens qui le sponsorisent, j'ai pas des gens qui me donnent de l'argent pour faire des épisodes. Par contre, le podcast indirectement est rentable, c'est-à-dire qu'il me fait connaître et m'apporte régulièrement du travail. J'ai plusieurs événements, plusieurs mariages qui sont amenés par le fait que des gens ont découvert le podcast et donc me considèrent comme un photographe suffisamment référent pour me donner du travail, où j'ai des gens qui sont tombés dessus en regardant mon travail et ont confirmé en fait que j'étais leur photographe grâce à ça. Donc indirectement, le podcast est rentabilisé. Directement, c'est un autre jeu de concessions. Je parlais des concessions d'être photographe. Les concessions d'être photographe, je peux vivre avec. Parce que je fais quand même ce que j'ai envie de faire. J'arrive à sélectionner, c'est pas le mot, mais j'arrive à avoir des clients qui correspondent à la manière dont j'ai envie de travailler. C'est-à-dire que dans les contraintes que j'ai quand même une certaine forme de liberté qui me permet de travailler de la manière dont j'ai envie de travailler et pas être contraint. Et les quelques fois où ça m'est arrivé de ne pas pouvoir fonctionner de cette manière-là, c'est des gens qui n'avaient pas compris qui j'étais, qui n'avaient pas compris que j'étais un photographe de reportage et pas un photographe de mode, et qui donc attendaient de la mode alors que je fais du reportage. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais tant qu'on est dans une problématique de reportage et que les gens me font confiance, j'ai suffisamment de latitude pour me sentir libre de travailler comme j'ai envie de travailler et que la contrainte ne soit pas insupportable. Si je décidais de rentabiliser le podcast, j'aurais d'autres conditions auxquelles je devrais me subordonner, notamment accepter de faire certaines choses pour être dans les clous de l'algorithme, pour faire de l'audience, parce que si je dois rentabiliser le podcast, je dois faire de l'audience à tout prix et développer l'audience, ce qui n'est pas ma priorité aujourd'hui. J'ai une audience qui est dans les plusieurs milliers d'auditeurs, mais c'est pas par hasard, mais c'est pas une recherche en soi. Je fais des épisodes qui me plaisent et il se trouve qu'ils plaisent à certaines personnes et que ça crée cette audience-là. Mais si je décide que le podcast devient une source de revenus, en fait, je dois accepter de rentrer dans ce jeu-là, ce que j'ai pas forcément envie de faire. Et si je décide que le podcast devient une source de revenus, je devrais tôt ou tard vendre un truc que j'aurais pas forcément envie de vendre. Et ça me gêne un petit peu, en tout cas aujourd'hui. Si ça se trouve, si je le faisais, je me rendrais compte que c'est pas si grave que ça. Mais à l'heure actuelle, et quand je me pose la question, ça me gêne. Donc en photo, au moins, mes concessions, je peux vivre avec. Est-ce que dans le podcast, je pourrais? Je ne sais pas. Voilà, c'est un équilibre de liberté. Et on va voir un petit peu plus loin que la liberté. C'est un petit peu ce que je valorise le plus dans mes métiers. Donc, pour répondre à la question, as-tu déjà eu envie d'arrêter la photo? Je n'arrêterai jamais la photo. J'arrêterai probablement jamais le métier de photographe. Ce qui peut changer, c'est la manière dont je travaille. Ça a déjà changé depuis un peu plus d'un an, où j'ai fait le choix de travailler moins, mais mieux et plus cher. Donc, en fait, mes revenus n'ont pas baissé.
Par contre, je travaille un petit peu moins. La plupart du temps, j'ai quand même des coups de bourre, comme je vais en avoir un le mois prochain. Mais globalement, j'ai adapté mon travail pour qu'il corresponde à ma vie. Et donc, on peut toujours arriver à le faire. C'est un petit peu ce qui me donne l'espoir aussi par rapport au podcast et par rapport au fait d'en faire quelque chose un jour qui soit un métier. C'est que aujourd'hui, j'arrive pas forcément à visualiser la bonne manière de le faire, mais je suis sûr qu'il y en a une qui existe et que peut-être je peux faire ça proprement. Donc voilà, c'est toujours une réflexion permanente et un équilibre permanent pour équilibrer par rapport à ma vie. Concernant la deuxième partie de la question, le manque d'inspiration et comment on pallie au manque d'inspiration, je connais qu'une méthode, c'est de démarrer. Tu as envie d'écrire et tu n'as pas d'inspiration, tu écris une première phrase, même nulle, et tu écris une deuxième phrase et tu continues jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Si tu n'as pas d'inspiration pour les photos, tu sors faire des photos, même si elles sont nulles, et tu continues jusqu'au moment où tu en as une. Et c'est pareil pour tout. En fait, le plus difficile, c'est toujours de faire le premier pas. C'est vraiment le plus compliqué, mais une fois que le premier pas est fait en fait et qu'on arrive à lancer le deuxième et qu'on arrive à lancer le troisième, tu as ce qu'on appelle le momentum, c'est le mouvement qui te force à aller vers l'avant, et en fait si tu commences à avancer vite, ça devient presque plus compliqué de s'arrêter que de continuer. Donc quelque part, le plus difficile, c'est d'arriver à se lancer. Le truc à comprendre aussi, c'est qu'on est dans un métier et une passion où on échoue beaucoup plus qu'on réussit. Et que donc pour réussir, il faut accepter d'échouer. Et que l'échec, en plus, est une manière d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, en fait, et ça, je le dis souvent d'ailleurs à mes clients, quand on me demande est-ce que tu vas tout avoir sur la journée de mariage, je suis obligé de leur expliquer qu'en fait, sur la journée de mariage, je vais rater beaucoup plus de choses que je vais en réussir. Et que, en fait, c'est OK. Parce que c'est les échecs qui amènent la réussite derrière, parce que je fais une première photo parce que j'ai vu quelque chose mais elle ne marche pas, en fait en tournant autour du sujet, en travaillant le sujet, je vais finir par trouver une solution pour qu'elle fonctionne. Mais la réalité, c'est que sur une journée de mariage, je vais faire 8000 photos et je vais en rendre 600. Donc ça veut dire qu'il y a 90% de ce que je fais qui part à la poubelle. Donc il y a en fait pas d'inspiration. Ça fonctionne pas, ça va pas, c'est pas grave, vas-y de tout ton cœur et continue jusqu'à ce que ça passe, même si en chemin, t'as des ratés énormes, c'est pas grave, ça va venir, le tout c'est d'avancer. J'ai une deuxième manière aussi de me sortir de ces manques d'inspiration, c'est d'avoir des quêtes secondaires. On sent le mec qui a joué à Zelda un petit peu trop toute sa vie. Mais en fait, quand je sors faire de la street photographie, j'ai des choses que je vais regarder. Donc j'ai une série qui s'appelle La rue n'est pas à vendre, où je vais photographier tous les stickers qui sont accrochés quelque part dans la vue. C'est tout l'affichage sauvage en fait, de la rue. Auquel les gens prêtent pas attention. Et en fait, cette série est relativement simple. Elle est pas forcément exceptionnelle, mais elle m'amène à d'autres choses en fait dans la réflexion. Mais elle me permet d'avoir une recherche permanente de quelque chose, même quand je suis pas inspiré. C'est-à-dire que je vais voir un sticker sur un poteau et je vais réfléchir à comment le mettre en perspective par rapport au fait que ces stickers-là et ces communications-là, personne n'y prête attention alors que quelqu'un essaie de montrer quelque chose en fait. Donc je vais les prendre en photo, et c'est des photos, c'est des petits succès en fait. Comme les mecs à l'armée vont te dire que tu fais ton lit tous les matins parce que c'est un premier succès dans la journée et que ça te lance, voilà, c'est des petits succès parce que ces photos-là, je peux pas vraiment les rater. Il suffit que je trouve un sticker quelque part au milieu de la rue et que j'arrive à le mettre en relation avec quelqu'un qui passe et qui ne fait pas attention. Et j'ai une photo qui rentre dans les critères que j'ai définis pour être un succès. J'ai une deuxième série qui s'appelle Elevator Pitch, où dès que je rentre dans un ascenseur où il y a un miroir, je me prends en photo, je fais un selfie. Je tends à faire de plus en plus de selfies d'ailleurs, parce que les selfies, pareil, sont très faciles à faire, très faciles à réussir. Et c'est des succès aussi, et je pense de plus en plus que même si tous les photographes le font, c'est un projet que tous les photographes devraient avoir. Donc j'ai des quêtes secondaires en fait qui se présentent toutes seules dans la rue et qui me forcent à avancer, qui me forcent à faire des photos et qui me créent des succès obligatoires en fait, et qui du coup me remettent dans le bon mood et qui me font un peu oublier que je suis perdu. Et en fait parfois le simple fait d'oublier que tu es perdu va te permettre de retrouver ton chemin beaucoup plus facilement. Il y a un autre truc sur le manque d'inspiration, c'est de ne pas confondre le manque d'inspiration et la peur.
Et je vais te donner un exemple tout con qui est cet épisode aujourd'hui. Ça m'a pris 4 ans et 90 épisodes pour enregistrer un épisode tout seul, simplement parce que j'avais peur de dire des conneries. Et je l'ai longtemps déguisé en je ne sais pas quoi dire, alors que je sais parfaitement quoi dire depuis toujours en réalité. Mais j'avais peur, que de dire quelque chose et qu'on me le reproche. J'avais peur que on se dise bah non, mais en fait il sait pas vraiment de quoi il parle. J'avais vraiment peur de tout ça. Et j'ai compris en fait que ce que je dis, je le dis pour moi. Et à la fin, ce que les gens en pensent, je m'en fiche. Si tout le monde s'en fout mais que ça aide une personne, bah ça vaut le coup de le dire finalement. Et même si je me faisais descendre aujourd'hui pour quelque chose que j'ai dit, ça ne veut pas dire que j'aurais pas raison demain tout de même, et que peut-être j'aurais posé quelque chose qui aura fait son chemin et qui aura mûri, et finalement qui aura créé quelque chose de nouveau, qui aura ouvert un nouveau chemin. C'est quoi que je fasse en fait dans le podcast, et c'est ce qui est difficile à comprendre, je pense, pour la plupart des gens. Quoi que je fasse dans le podcast, quoi que je fasse dans le blog, quoi que je fasse en photo, en fait, c'est toujours de la création. C'est toujours une forme d'art. C'est pas un business, pas encore, pas probablement jamais, mais je le vois comme de la création. Et du coup, comme c'est de la création, il n'y a pas de règles et je fais ce que je veux et j'ai pas besoin d'attendre un retour par rapport à ça. Donc en vrai, cet épisode, je réponds à vos questions, mais j'y réponds aussi pour moi. Et finalement, vous avez un retour de ça. Peut-être que ça vous apportera quelque chose, peut-être pas, mais la réalité, c'est que je le crée avant tout pour moi. Et c'est ça le plus important. Et c'est pas grave que ça plaise pas, en fait. Donc, inspiré, pas inspiré, c'est la même recette. Tu sautes à pieds joints dans la flaque et tu fonces et tu vas vers l'avant. Et ça a fonctionné tôt ou tard. Question numéro 2. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier et à l'inverse, qu'est-ce qui te plaît le moins? Alors c'est une question piège, il faut dire mes métiers, puisque je suis photographe, je suis podcasteur, je suis blogueur, je travaille un petit peu dans l'immobilier aussi, je fais beaucoup de choses en réalité. Donc j'ai pas un métier, j'ai plusieurs métiers. Et pour comprendre en fait mes choix dans les métiers que je fais, que je priorise et la manière dont je les fais, il faut savoir d'où je viens. Je viens de l'immobilier commercial. Donc j'ai travaillé pendant des années en agence immobilière, d'abord dans des petites agences de quartier qui vendaient des appartements, et après pour une énorme société qui s'appelle CBRE, qui est l'agence immobilière la plus grosse au monde, qui loue des bureaux et des locaux d'activité. Donc pendant quelques années, j'ai vendu des locaux d'activité géants dans la banlieue parisienne. J'ai été formé à la vente chez Xerox. Quand je suis parti de chez CBRE, j'ai travaillé chez un promoteur immobilier où je vendais des gros bâtiments de bureaux et d'entrepôts. Donc je suis un commercial de base. Par contre, c'est des mondes que j'ai pas aimés parce que c'est des mondes de compétition, de coups bas excessifs et à outrance. Les uns par rapport aux autres, même des gens qui te sourient le matin, les gens qui vous sourient le matin, vous poignardez l'après-midi dans le dos. Et ça, c'est souvent des relations malsaines aux autres, en fait. Et ce que j'ai vraiment pas aimé dans ces métiers, et c'est un truc que j'ai mis très très longtemps à comprendre, c'est que c'est pas des jobs utiles, entre guillemets. Ne me tombez pas dessus. Je dis ce que je pense, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est des jobs qui servent à rien. Les gens n'ont pas besoin qu'un commercial de chez Xerox vienne toquer à leur porte pour leur vendre un photocopieur et on force un petit peu des ventes. On n'a pas besoin d'un agent immobilier pour vendre ou pour acheter un appartement. On a dû acheter avec ma femme ou vendre 3 appartements sur les 15 dernières années. Tout ce que j'ai vendu, j'ai pas eu besoin d'agence pour vendre. On a acheté par des agences parce qu'on était coincé par les mandats, mais j'ai pas eu besoin d'eux pour vendre. Donc en vrai, ils n'avaient pas une utilité, ils sont pas indispensables. C'est des jobs tertiaires, ce que je pense a fait beaucoup de mal à la France de n'avoir que ce genre de métier maintenant aujourd'hui, où en fait on est des intermédiaires, on crée rien, on crée pas vraiment de valeur au milieu. Et dans ma philosophie, je dis je suis plutôt de droite. Je suis ce que j'appellerais un randiste. Donc si vous connaissez pas Ayn Rand, c'est une écrivaine qui a écrit un livre qui s'appelle Atlas Shrugged. En français, ça a été traduit par La Grève. Qui a la réputation d'être le livre le plus lu après la Bible aux États-Unis.
Et en gros, la philosophie randiste, c'est qu'on doit produire quelque chose dans son travail et bien faire son boulot en acceptant la concurrence et le fait qu'un jour on peut être dépassé par cette concurrence sans chercher à l'écrabouiller à tout prix. Et en fait, j'ai mis très très longtemps à comprendre dans ces métiers-là ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. On va en parler un petit peu plus dans l'épisode, mais si ça vous intéresse de connaître un petit peu mon parcours et de voir le monde un peu violent dans lequel j'ai évolué, j'en blague souvent dans mes présentations. J'évite de raconter certaines anecdotes dans le podcast parce qu'elles sont très très violentes, mais j'en raconte souvent quand je fais des présentations en live, et j'en ai un petit peu parlé dans un podcast qui s'appelle Prime Lenses, donc je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon parcours, vous pouvez aller là écouter ça, mais vous allez voir que voilà, je viens d'un monde commercial pas sympa, plutôt plein de violence, plutôt plein de rivalité, plutôt plein de concurrence, que ça m'a pas plu, dans lequel en plus je produisais pas grand-chose. Et en fait, mes choix de métier aujourd'hui sont liés au fait que je crée quelque chose, que j'apporte quelque chose. Et l'argent vient en fait en conséquence de ce que je crée et de ce que j'apporte, et n'est pas le but premier de tout ça. Donc voilà, ce que j'aime, c'est produire quelque chose qui a une valeur pour quelqu'un, ce quelqu'un pouvant tout à fait être moi, tout simplement, et personne d'autre. Et j'essaye de créer une postérité, et j'ai aucun moyen de savoir si j'y arriverai ou pas, parce que la postérité, c'est quand on est mort. Donc j'essaye de créer quelque chose qui me survivra, en fait. Et j'aime bien cette idée, en fait, que peut-être on retiendra quelque chose que j'ai créé après ma mort, en fait. Et donc, de ce point de vue, je dois certainement être un artiste. Et cette discussion, je l'ai eue avec Francesco Carovillano dans l'épisode qui précède, donc je vous invite à l'écouter, parce que, justement, créer quelque chose qui va durer, c'est certainement ce qu'on devrait tous chercher, en fait, dans ce genre de métier. Dans ce que j'aime aussi dans mon métier, dans mes métiers, c'est la liberté. Et la liberté, elle peut être à double tranchant. Cet épisode, je l'ai rédigé à minuit parce que c'était le moment où je pouvais travailler, parce que j'ai été coincé toute la journée avec mon plus jeune fils qui avait besoin que je m'occupe de lui. Je l'enregistre un matin parce que les enfants sont à l'école. Donc je peux travailler de chez moi, je peux travailler quand ça m'arrange. Si j'ai besoin de travailler la nuit, je peux le faire et tout. Je valorise cette liberté. Elle est à double tranchant parce que des fois, j'ai pas le choix. Je peux pas travailler en ce moment. J'ai femme et enfants à la maison, plus ou moins en permanence. Donc travailler, c'est devenu un peu compliqué. Mais en même temps, je peux décider de passer une journée de semaine avec mes enfants. Quand il y a des grèves, je vais les chercher, je vais déjeuner avec eux. De temps en temps, je les garde à la maison. Et j'ai cette liberté-là. Et c'est ça, en fait, que je valorise le plus avant même l'argent, en fait. C'est la liberté de faire ce que je veux. Si j'ai envie de sortir, je sors. Si j'ai envie de voir mes enfants, je les vois. Si j'ai envie d'aller déjeuner avec eux, je peux. Si j'ai besoin d'aller voir mes parents, je peux. Voilà, c'est ça le plus important pour moi. Et quand je suis arrivé à Paris, mon père avait eu une phrase qui m'a toujours marqué, qui a un petit peu guidé, mais pas depuis, qui était qu'en fait, la vraie vie à Paris, c'est de pouvoir prendre le temps de flâner et de ne pas être dans une contrainte de métro, boulot, dodo. Surtout aujourd'hui, en plus, où c'est devenu très compliqué de se déplacer. Voilà, moi je veux avoir cette liberté de dire aujourd'hui, je flâne. Ce qui est faire de la street photographie, en réalité, c'est flâner. Et c'est la chose que je valorise le plus dans mon métier et que je préfère, et la raison pour laquelle je suis heureux de ne pas être dans un bureau avec des horaires, avec une moquette grise et avec des transports en commun le matin, le soir, et devoir bouffer à la boulangerie tous les midis ou au resto avec les collègues. Voilà, ça c'est vraiment... Et les réunions. Mon Dieu, les réunions qui servent à rien. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime dans mon métier, c'est ça. Ce que je déteste, c'est l'administratif, ça surprendra personne. Les impôts, qui en plus ont tendance parfois à rien comprendre. La comptabilité, la paperasse, les papiers à stocker, la communication, le pognon qu'il faut avancer, qu'il faut se faire rembourser, penser que je dois être assuré, lire le contrat, trouver une bonne assurance, réfléchir. Tous ces trucs-là, alors c'est
c'est saoulant. Il y a des choses en plus dont on n'est pas toujours conscient. Euh, on va y revenir un petit peu plus loin, mais assez fréquemment, je reçois des newsletters de la FFPMI et j'apprends qu'il y a des choses que je devrais faire et que j'ai pas forcément fait, donc je mets ça en place rapidement. Mais voilà, tout ça, ça me saoule et je déteste cette partie-là et j'aimerais vraiment avoir les moyens de payer quelqu'un pour le faire pour moi, mais je ne peux pas. Mais si je pouvais juste faire des photos, en faire des livres. Euh, Youpi, ça serait mon rêve. Malheureusement, on est dans un pays où il y a beaucoup de paperasse et il faut composer avec. Question suivante. As-tu un projet de livre photo? Oui et non. J'aimerais en faire un, j'apprends comment le faire, mais on n'a peut-être pas la même conception d'un livre photo. Pour moi, un livre photo, c'est simplement raconter une histoire. Et ça veut dire que je peux raconter une histoire, en faire un livre à un seul exemplaire qui sera uniquement dans ma bibliothèque et être très content d'avoir fait un livre. Donc, j'ai pas besoin de sortir un livre en 100 ou 500 exemplaires et de le vendre pour le faire, d'autant plus que le business des livres photos, c'est un vrai business. C'est un business qui est rarement rentable pour le photographe. Même quand on a un éditeur, les histoires de deal à perte où le photographe doit payer pour imprimer son livre et récupérera jamais son fric en réalité, mais veut l'image d'avoir fait un livre qui a été mis en vente, ça existe beaucoup. Et ça m'intéresse pas. Et même les livres auto-édités, j'ai un ami qui a fait ça et peut-être je l'inviterai à en parler un jour pour qu'il nous raconte un petit peu. Mais les contraintes que c'est de sortir un livre à 500 exemplaires et de le vendre derrière, de le stocker, parce qu'on ne se rend pas compte au moment où on décide de faire 500 livres. Mais 500 livres, stocker 500 livres, ça prend un parking et ça peut durer longtemps. Donc voilà, ça fait partie de ce genre de choses. Ce business-là m'excite pas vraiment. Si j'ai quelqu'un pour le faire et qu'on vient me chercher et qu'on me propose de le faire proprement et intelligemment, pourquoi pas, mais je ne vais pas courir après quelqu'un et le supplier d'éditer mon livre pour dire j'ai édité un livre. Ça ne veut pas dire que je ferai jamais rien, je m'interdis rien, mais si je faisais quelque chose à visée commerciale, euh, ça serait certainement un zine en petit tirage et pas trop cher que je mettrais en vente pour les auditeurs du podcast qui voudraient me soutenir parce qu'il y en a plein qui m'envoient des messages en me disant où est-ce qu'on peut acheter tes photos, est-ce que tu veux faire quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut acheter de toi, en se disant ben tiens j'ai appris des trucs donc peut-être je peux renvoyer l'ascenseur de la manière que je peux, qui est d'envoyer un peu d'argent. Je m'interdis pas de faire ça et je serais assez content de le faire même, et je pense que c'est la bonne manière de le faire. Mais la photo pour moi est une histoire personnelle que je vais m'autoriser à partager à plus ou moins forte dose avec les autres, comme le podcast, comme tout ce que je crée. En fait, je l'ai créé pour moi. Je le répéterai jamais assez, je crée pour moi et je peux être amené à le partager ou pas. Et il n'y a pas de règles et il n'y a pas d'automatisme et je peux tout à fait disparaître des réseaux sociaux du jour au lendemain et ça ne me dérangera pas du moment que je continue à faire des photos. Voilà, sur le sujet des livres photos, on va reparler de Dan Milnor, épisode 101 du podcast qui est en anglais, mais aujourd'hui vous avez accès à une transcription sur Apple Podcast, sur Spotify et il me semble même qu'il y a moyen de l'avoir traduit en français. Donc vous pouvez suivre l'épisode avec la transcription en dessous si vous avez un petit peu de mal avec l'anglais. Je vous encourage à écouter cet épisode, je vous encourage à suivre Dan Milnor sur son site qui est shifter.media. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode parce que lui est vraiment une ressource extraordinaire sur la bonne manière de faire des livres. Je suis très content, ça fait des années que je le suis. Il a influencé beaucoup de choses dans ma manière de faire et des photos et de produire des livres et même dans la façon de communiquer, de créer le podcast, d'avoir un site et d'avoir un blog. Si vous allez le suivre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes dans ce que je fais parce que je trouve qu'il a vraiment la bonne approche de la photographie aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir ça si le sujet des livres vous intéresse, mais ne vous dites pas je vais faire un livre à 500 exemplaires parce que c'est ça le succès. C'est pas ça le succès. Le succès, c'est de raconter une bonne histoire et qu'elle plaise à quelqu'un. Et si c'est juste un livre qui est chez vous et que quelqu'un va feuilleter et il va découvrir une belle histoire, c'est super. Et après, vous n'êtes pas obligé de faire 500 livres. Au contraire, vous pouvez en faire 30. C'est Sabi Singh qui a fait ça. Je crois qu'il a sorti son zine à 30 ou 40 exemplaires. Il les a tous vendus. Le zine est super. J'aimerais bien en avoir un d'ailleurs, Sabi. Si tu m'écoutes, on devait se voir pour ça. Mais j'aimerais vraiment qu'on on se mette à l'esprit que
Avoir un livre n'est pas un succès en soi. Le faire pour soi, c'est le plus important. Euh, Question suivante. L'IA ne va-t-elle pas sauver la photo en décrédibilisant la photo numérique au profit de l'argentique? Ça, c'est Pointu de chez Pointu. Je ne suis pas un spécialiste en IA. Je peux te donner mon avis. Et je ne crois pas que l'IA va faire quoi que ce soit de significatif à la photo, au métier de photographe tel qu'il existe aujourd'hui. Le métier de photographe va mal depuis que n'importe qui peut prendre un appareil et faire une photo correctement exposée. Et de ce point de vue, je pense que le bond le plus significatif est déjà passé. Et même que de ce point de vue, la photo va bien, en fait, parce qu'on n'en a jamais fait autant. Donc, ce que l'IA va faciliter, c'est l'étape suivante de la prise de vue, c'est la retouche, le nettoyage, tout ce côté-là qui pouvait être vu comme un obstacle par des gens qui ne comprennent pas forcément Lightroom ou ce genre de logiciel ou Photoshop. Aujourd'hui, tu as besoin d'effacer quelque chose d'une image, tu le dis à l'IA textuellement et elle va l'effacer, alors qu'avant, tu avais besoin de savoir ce que tu faisais. En fait, un outil, c'est ce qu'on en fait, et le problème avec l'IA, en fait, c'est que ça va renforcer soit en fait le côté positif des gens qui veulent faire des plus belles images en les retouchant, et donc qui vont s'en servir positivement pour faire des plus belles photos de leur job, enfin améliorer leur rendu. Et elle peut, l'outil peut aussi être utilisé pour forcer des gens qui cherchent sans arrêt des raccourcis pour produire un truc qui va ressembler à du travail sans en être, tout en étant rentable. C'est plus ou moins la presse. Enfin, j'ai vu des trucs où, en gros, il y a des sites d'articles poubelles qui maintenant les font carrément rédiger par l'IA. Et il y a des gens qui lisent ça. Et en fait, tant qu'il y aura des gens pour accepter et acheter ces merdes-là, ça ne va pas changer. Donc voilà, l'IA en tant que tel, c'est juste un outil de plus, comme l'appareil numérique a été un outil de plus. Et il y a des gens qui en feront des trucs positifs, il y a des gens qui en feront des trucs négatifs. De la même manière que quand l'appareil numérique est arrivé, ça a permis de découvrir des nouvelles choses, ça a permis d'expérimenter des nouvelles choses, ça a poussé des gens à aller bien au-delà de ce qu'ils auraient pu faire sans toute cette facilité, sans toute cette concurrence. Et tu as des gens qui n'auraient jamais passé la barrière technique ou qui n'auraient jamais su que ça existait ou bien qui pouvaient se dépasser et dont le génie n'aurait pas pu voir le jour. Donc tu vois, il y a toujours deux facettes à un outil et l'essentiel, c'est la manière dont on s'en sert avant tout. Donc peut-être que l'IA facilitera certaines choses qui seront bien ou mal utilisées, mais pour moi et par rapport à l'état de la photographie aujourd'hui, du métier de photographe, je ne pense pas qu'on sera impacté au-delà d'un peu d'automatisation de certaines tâches. Et d'ailleurs, l'IA, c'est un faux, l'intelligence artificielle, c'est un faux nom. L'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence, c'est un calcul de probabilité en fait, qui va répliquer ce qui lui semble le plus probable d'être la meilleure réponse. Et à la limite, je suis presque impatient d'avoir une IA qui me répliquera précisément moi. Comme ça, je pourrais lui filer tout ce qui est répétitif. Par exemple, l'IA qui va être capable de comprendre quelle photo je vais choisir en analysant la manière dont j'ai sélectionné mes photos depuis des années au moment où je trie mes albums. Cette IA-là m'intéresse parce qu'elle peut le faire pour moi plus rapidement et de manière relativement fiable. L'IA qui va analyser la manière dont j'ai retouché mes photos depuis toujours et qui va le faire automatiquement pour moi après avec des calculs de probabilité sur ma manière de fonctionner, celle-là, elle m'intéresse parce qu'elle peut faire en sorte que toutes mes photos soient droites d'entrée en les remettant droites comme il faut. Ça, je veux bien, ça m'intéresse. Et puis pour le reste, je m'en soucierai pas plus que je m'en soucie maintenant. Et je suis persuadé en fait que dans 10 ans, dans les 10 ans en tout cas, pas dans 10 ans, mais dans les 10 ans, il y aura un job qui sera dicté correctement à l'IA pour avoir le résultat qu'on veut. Comme il y a des spécialistes qui trouvent les meilleurs hashtags aujourd'hui sur Instagram pour être le plus visible et le plus rentable et le machin. En fait, je pense que les gens qui vont perdre leur job, c'est ces gens-là et pas nous, parce que c'est pas l'IA qui va faire un reportage. Par contre, elle permettra peut-être de le sublimer plus facilement et de le partager plus facilement et de le faire voir plus facilement. Donc voilà.
faut pas croire que tout est mauvais en fait, mais bon voilà, enfin ça va dépendre de ce que les gens en font et ça va surtout dépendre de ce que les gens qui consomment acceptent qu'on en fasse. Beaucoup, beaucoup. Question suivante. Le conseil que tu peux donner à un débutant pour trouver ses premiers clients. Réfléchis pas. Prends toute l'expérience qui vient. T'es débutant, il te faut de l'expérience, il te faut des erreurs. Et ces erreurs-là, tu peux pas les faire quand t'es cher. Par contre, tu peux les faire quand t'es pas cher. Parce que les gens qui te payent pas cher savent qu'ils te payent pas cher et qu'ils peuvent pas t'en demander autant qu'ils en demanderaient à quelqu'un qui est au vrai prix. Ne me tombez pas dessus, c'est mon avis et je le pense sincèrement. J'ai commencé comme ça, il y a plein de gens qui commencent comme ça. Et c'est pas une mauvaise chose en fait. Moi j'ai parfois été poussé par des clients qui savaient très bien qu'ils me sous-payaient, mais qui me poussaient dans le bon sens quand même pour que le job soit fait correctement. C'est-à-dire que dans le prix bas qu'ils me donnaient, ils incluaient une forme de formation qui me poussait parce que j'ai un job comme ça, c'était je photographiais des lunettes de soleil. Et évidemment, j'avais pas la moindre notion de ce que je faisais, mais je me suis retrouvé en fait face à une cliente qui, elle, avait une idée du résultat qu'elle voulait, qui m'a expliqué ce résultat, qui m'a poussé à comprendre comment y arriver, qui savait très bien quand elle m'engageait que je n'étais pas réellement... Enfin, il y avait une chance sur deux pour que je le fasse mal la première fois, mais que voilà, si elle me faisait bien bosser, qu'elle me guidait bien, j'y arriverais. Ce que j'ai fait, j'ai appris plein de choses sur ce job-là. Donc, j'ai envie de dire que du moment que tu y gagnes quelque chose, que ce soit de l'argent ou de l'expérience, vas-y. Par contre, si tu sens que c'est à sens unique, et ça existe, des gens qui ont une soirée à photographier, qui vont te rincer, qui vont te filer 20 balles ou de bière, ben non, ça, là tu vas rien apprendre, il n'y a rien. Mais par contre, c'est assez surprenant en fait de voir le nombre de gens qui sont prêts à aider réellement. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont assez compréhensifs. Il y en a beaucoup qui veulent t'aider à grandir et te tirer vers le haut et qui ne pensent pas qu'à eux en fait. Et donc là, il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà, après, il y a toujours le débat sur les débutants qui cassent les prix. La réalité, c'est que ça fait bientôt 13 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais, jamais, jamais perdu un dossier face à quelqu'un qui était significativement moins cher que moi. C'est-à-dire que je me retrouve jamais, moi, à demander 2500 € sur une prestation et à perdre face à quelqu'un qui demande 500. Quelqu'un qui demande 2100 et moi je demande 2500, oui. Quelqu'un qui demande 400, 500, non. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Le seul truc agaçant qui a pu m'arriver, c'est des gens qui pensaient que j'allais faire un job pour 150 balles parce qu'il y a 3 personnes avant moi qui leur ont dit que ça coûtait 150 balles, mais leurs photos leur plaisaient pas. Ils sont arrivés sur mon site, ils ont vu mes photos, ils ont trouvé que c'était super. Ils m'ont dit, bah ouais, mais les autres, ils me prennent 150 €. Et là, en fait, il faut leur expliquer que, oui, ils prennent 150 € parce que leur travail est pas bon. Et ils ont vu que leur travail était pas bon et que moi, je prends pas 150 € parce que mon travail est bon et qu'ils ont vu que mon travail leur plaisait. Donc, voilà. Mais de toute façon, enfin, c'est pas un vrai problème dans le sens où c'est pas des gens qui m'auraient engagé de toute façon. Donc en fait, il y a cette espèce de marché parallèle qui n'intéresse pas, qui ne devrait pas intéresser les photographes confirmés et qui est pour les débutants en fait, des gens qui n'ont pas les moyens de payer un photographe 2000 balles pour leur mariage ou 2500 balles pour leur mariage et qui ont 500 balles. Et il y a des gens chez qui ça passe, il y a des gens qui débutent, qui ont moins à montrer, qui ont besoin justement de ça, qui ont besoin d'enchaîner, qui ont besoin de se faire leur expérience, qui ont besoin de créer leur portfolio. Voilà, tu débutes, tu n'as pas de portfolio, tu n'as pas de garantie, tu n'apportes pas de garantie que le travail sera parfaitement fait. Tu vaux moins cher, c'est normal. Et voilà, après, il y a juste moins cher et moins cher. Il faut essayer de ne pas accepter n'importe quoi. Et ça m'amène au point suivant, et c'est peut-être le truc le plus important pour les débutants. Je vous invite à prendre beaucoup d'expérience et à accepter des choses que moi, j'accepterais pas forcément. Mais l'expérience, c'est pas que du travail, c'est aussi des relations. Et du coup, un débutant, le conseil le plus important que je vais lui donner, c'est d'essayer de rejoindre un organisme comme la FFPMI, dont je fais partie et dont je porte les couleurs assez haut et fort, où j'organise des sorties photos assez régulièrement, où je participe. Je ne me suis jamais
intégré dans un bureau parce que je ne pense pas avoir grand-chose à apporter à ce niveau-là. Par contre, je peux apporter plein de choses par ailleurs. Mais l'intérêt de la FFPMI, c'est qu'ils défendent tout le monde, tous les gens qui font ce métier. Et l'intérêt de la FFPMI et du métier, c'est qu'un débutant soit opérationnel et efficace rapidement. Donc, en gros, il y en a plein qui arrivent aux AG, on les voit, on discute avec eux. On va essayer de conseiller les débutants pour leur éviter les erreurs manifestes, les devis trop faibles, de se faire exploiter et tous les problèmes qui peuvent se présenter quand on est débutant. On est tous passés par là. Aujourd'hui, la dernière AG, on était presque une centaine. Il y en avait plein qui sont passés par là. Il y avait plein de jeunes qui débarquaient, qui disaient, voilà, moi je suis jeune, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. On est là pour aider. On le fait de bon cœur parce qu'en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde de ne pas avoir des gens qui vont dire ben voilà, je fais un mariage pour 150 euros et de donner cette fausse impression que ça vaut 150 euros alors que ça ne vaut pas 150 euros, ça vaut beaucoup plus cher. Ça nous permet aussi de nous regrouper contre des Miro, par exemple, quand ils arrivent. Donc voilà, adhérer à un organisme comme la FFPMI, on est un syndicat. J'aurais jamais cru que moi, je serais dans un syndicat un jour, mais je suis dans un syndicat. Adhérer à ces organisations, il y a plein de choses à y apprendre, il y a plein de formations pas très chères qui arrivent, il y a plein de gens à y rencontrer. Il y a des photographes comme moi qui ont besoin de sous-traiter des jobs et peuvent engager des jeunes photographes qui n'ont pas trop d'expérience, à qui je vais montrer certaines ficelles du métier, que je vais payer correctement. J'ai pas des budgets pour payer un photographe ultra confirmé, mais j'ai des budgets pour payer quelqu'un qui sait manipuler un appareil photo et le payer correctement pour sa soirée. Et je peux, dans cette soirée, discuter, montrer, je ne suis pas avare de ça et je connais plein de photographes qui ne sont pas avares de conseils qui sont à la FFPMI. Mais voilà, en fait, des rencontres, rencontrer des gens qui font le même métier que vous. Et encore une fois, le nombre de gens qui sont prêts à vous aider de bon cœur, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est toujours étonnant, mais la réalité, c'est que voilà, on peut vraiment trouver de l'aide très facilement quand on regarde au bon endroit. Et la deuxième chose, c'est que tant qu'à travailler pas cher, autant le faire intelligemment et donc sans bousiller un marché. En étant à la FFPMI, on peut rencontrer des photographes expérimentés avec qui on peut aller second shooter. Alors, ce n'est pas des jobs qui sont forcément payés, mais c'est mieux que de tuer le marché avec des prestats de 12 heures à 400 euros. Et ça permet de faire un vrai mariage sans la pression du mariage, avec quelqu'un qui est expérimenté, dont on peut observer la façon de fonctionner et encore une fois, qui peut donner des précieux conseils, expliquer des choses importantes. Et moi, quand j'ai second shooté, ça a toujours été avec des gens qui m'ont vraiment expliqué leur démarche. La dernière fois que je l'ai fait, c'était l'an dernier avec Henri Deroche. J'ai appris une quantité de choses, alors que ça fait quand même... ça faisait à l'époque 12 ans, 11 ans, 12 ans que je faisais ce métier. J'ai quand même appris encore beaucoup, beaucoup de choses. Juste à le voir, on a beaucoup discuté. Il m'a expliqué plein de trucs dans sa manière de fonctionner, dans sa relation avec les gens. C'est des choses qu'on peut découvrir par soi-même en mettant beaucoup plus de temps, en fait. Et là, en fait, on a accès à tout ça assez facilement. Donc voilà, venez dans un organisme comme la FFPMI, rencontrer d'autres photographes. On ne mord pas, au contraire, et on n'est pas des concurrents. Et dans des métiers où on est souvent isolé, c'est quand même très important de rencontrer les confrères, de rencontrer les collègues, de sympathiser avec eux et de pouvoir se soutenir. Et c'est ce qu'on fait. Voilà, donc le vrai conseil, c'est trouver un moyen de faire ton expérience rapidement. Et il y a un truc que je dois dire à tous ceux qui débutent, parce que j'ai payé cher pour l'apprendre, c'est qu'on n'augmente jamais significativement les tarifs d'un client. Donc, il faut bien les réfléchir au départ quand on a un client qui s'annonce récurrent, parce que ce tarif-là, on va le traîner très longtemps derrière, et sauf à changer de client, il n'évoluera que très peu. J'ai des clients que j'essaie d'augmenter. Dans le meilleur des cas, je les augmente de 30 euros par an. Donc, c'est pas grand-chose. Et ça veut dire que pour augmenter un job de 300 euros, il faut 10 ans. Donc voilà, faut pas démarrer trop bas non plus. Et quand on a un client qui s'annonce récurrent, faut quand même l'attaquer à un niveau de tarif cohérent par rapport à aujourd'hui, mais aussi par rapport à dans 5 ans.
Question suivante. On te retrouve à Rise Up V5. Alors malheureusement pas cette année et pas pour des raisons familiales, mais c'est une question elle m'a fait sourire parce que je pense qu'elle se voulait pas sérieuse, mais en fait elle va me permettre d'aborder un sujet qui m'a beaucoup agacé récemment et qui est les réseaux sociaux. Pour resituer un petit peu le contexte, j'ai une grande fille, c'est la petite voix que vous entendez tous à chaque début d'épisode, qui vous écoutez dans l'œil du photographe. Aujourd'hui, elle a 8 ans. Elle est en CE1 et cette année, elle a eu des soucis relationnels avec une de ses petites camarades à l'école à gérer. J'ai dû passer un certain temps avec elle à lui faire exprimer ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas dans sa vie. Pour qu'elle en soit consciente en fait au moment où elle a une décision à prendre. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus facile de savoir qu'on va faire une connerie quand on sait ce qu'on n'a pas envie de faire en fait. Et donc c'est beaucoup plus facile en fait de dire non quand on a verbalisé le fait qu'on ne voulait pas faire certaines choses. Et ben en fait quand c'est clair dans sa tête, elle dit non. Et donc elle se faisait entraîner dans des histoires. Et à un moment, en fait, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu n'as pas envie de ça? Est-ce que tu n'as pas envie de ça? Et quand elle a verbalisé, en fait, elle a plus ou moins coupé d'elle-même les points avec la camarade avec qui ça se passait mal. Mais voilà, l'essentiel étant d'arriver à verbaliser ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et pour illustrer ce que j'ai dit, parce qu'un enfant ne comprend que par l'exemple, moi je lui ai exprimé mais je veux et je ne veux pas dans ma vie. Donc je le fais régulièrement. Il y en a un en fait qui est sorti là, qui est plus récent que les autres, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas les infos à la télé. C'est que je ne veux pas entendre parler de problèmes qui m'énervent, mais que je ne peux pas résoudre. La télé a ce biais-là de vouloir faire des audiences, de pousser à l'extrême l'énervement qui peut naître de quelque chose. Mais par contre, on ne peut rien y faire. Et moi, en fait, je ne veux pas entendre parler de ce genre de choses. Et en fait, en discutant avec elle, j'ai réalisé que Facebook, en particulier, les réseaux sociaux en général, mais Facebook en particulier, non seulement m'énerve, non seulement me présente des problèmes que je ne peux pas résoudre et qui m'énervent, mais Facebook m'implique dans des problèmes que je ne peux pas résoudre et me bloque dedans. C'est-à-dire qu'en fait, en plus de me présenter des trucs que je ne peux pas résoudre, il me présente des opinions avec lesquelles je ne suis pas d'accord et il fait tout ce qu'il peut pour m'entraîner dans une embrouille avec les gens qui ont ces opinions-là, alors que je sais très bien dès le départ que je ne vais pas les faire changer d'avis, mais on a ce besoin de dire aux gens qu'ils ont tort sur Facebook parce que voilà, de dire aux gens qu'on a raison. Donc, bref, après l'embrouille de trop, je me suis déconnecté totalement de Facebook. Je suis retourné qu'une seule fois depuis parce que j'avais pas d'autre option que de le faire. Et en fait, je suis très très content de plus être sur Facebook. Je m'énerve quasiment plus en ce moment. J'ai réalisé à quel point les réseaux sociaux peuvent rendre con, à quel point Facebook polarise volontairement les gens, et surtout en ce moment où il y a plein de problématiques internationales que je ne vais pas citer ici. Mais Facebook vraiment pousse les gens à l'extrême. En fait, en lisant des articles sur ça, je me suis rendu compte que c'est un réseau créé par des gens qui n'ont aucune empathie. Zuckerberg, c'est un robot. C'est pas quelqu'un qui est capable, je pense, de comprendre la personne qui est en face de lui. Il a probablement engagé des gens qui lui ressemblent. Donc, c'est des gens qui n'ont aucune empathie, qui créent un réseau qui est censé connecter les gens entre eux. Et quelque part, je ne vois pas trop comment ça peut marcher dans ce fonctionnement-là, parce que c'est vraiment un vice qui est de t'engager sans arrêt de plus en plus. Et en fait, la manière dont ils arrivent à le faire marcher, c'est qu'ils laissent volontairement un petit peu de trucs utiles pour nous faire croire qu'on ne peut pas vivre sans eux. Et le truc utile en fait qu'ils avaient laissé pour moi, c'est Rise Up. C'est les infos sur Rise Up. Et comme je me suis déconnecté, j'ai raté la deadline. Donc voilà, je vais réfléchir à un truc qui me permettra de ne pas rater la deadline l'an prochain sans avoir à revenir sur Facebook. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé le Discord, parce qu'en fait j'ai créé plein de contacts avec des copains photographes, mais je n'ai pas envie d'aller sur Facebook pour maintenir le contact avec ces gens-là. Donc j'ai créé le Discord aussi. Et si vous m'écoutez, qu'on était en contact sur Facebook et que vous ne me voyez plus depuis un moment et qu'on n'a plus l'occasion de discuter, je l'ai recréé à côté, c'est le Discord. Donc lien dans les notes d'épisode. Dernière question, on est déjà à 1 heure d'enregistrement. J'aimerais connaître ton opinion sur le compagnonnage entre photographes, de la formation non par le biais de workshops, mais réellement de l'apprentissage avec un maître qu'on observe pour apprendre et qui transmet peu à peu sa science et son expérience.
Je vais mettre des grands guillemets à ma réponse. Je n'ai pas de notion de comment ça se passe dans le vrai monde. Je peux te donner mon avis et la raison pour laquelle je ne le fais pas moi. Et que dans mon monde à moi, en tout cas, de photographe basé essentiellement sur le online, ça n'existe quasiment pas parce que tout le monde est autodidacte en fait aujourd'hui. Parce que financièrement, c'est compliqué d'avoir un salarié, parce que ce que tu dis, c'est aussi d'avoir un salarié sur le long terme. Pour quelqu'un comme moi, c'est compliqué parce que je valorise plus ma liberté qu'autre chose. Et du coup, le fait que je valorise plus ma liberté fait que j'accepte de rentrer moins d'argent pour rester libre. Donc je ne peux pas forcément me permettre, même dans mes choix de statut, d'avoir quelqu'un et de payer quelqu'un pour faire certaines tâches pour moi et pour lui apprendre quelque chose. Et je n'ai pas forcément besoin d'avoir quelqu'un. Je bosse de chez moi. J'ai envie de garder cette liberté de voir mes enfants, de ne pas aller travailler, de ne pas avoir quelqu'un à voir, de pas voilà. Les horaires de travail sont pas simples, donc pour engager quelqu'un, un stagiaire, le faire venir la journée aux heures de bureau, puis lui dire tu reviens ce week-end, on va se taper samedi de 6h à 2h du matin le mariage de un tel et un tel. Voilà, c'est pas évident à gérer. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'un aspect clé de durée sur le long terme dans certains métiers de la photographie, c'est aussi de vendre de la formation. Et donc, en fait, je ne vois pas pourquoi les gens qui vendent de la formation vont te la donner gratuitement, voire te payer, alors qu'ils peuvent te vendre de la formation. Voilà, c'est un petit peu, pour moi, pour toutes ces raisons, que le compagnonnage n'existe pas dans mon monde. Encore une fois, dans mon monde de photographe, je ne suis pas tout le monde. Il y a certainement des gens qui ont des studios et qui pensent qu'au contraire, c'est hyper important de le faire, mais moi, je ne les connais pas, ces gens-là. Et pour moi, ce qui se rapproche le plus du compagnonnage, en fait, c'est de second shooter. Et je trouve, en fait, que c'est pas forcément une mauvaise chose. Si tu avait fait ça dans les années 80, tu avais accès à un photographe qui était un peu le photographe de la ville, qui n'était pas forcément en contact avec beaucoup de photographes, et en fait tu prenais ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément le savoir qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as accès à 100 fois plus de savoir que n'importe quel photographe des années 70, 80, 90. Tu as plus de liberté créative, tu as plus de possibilités d'être original qu'à l'époque. Tu as aussi des possibilités d'être un clone de tous les mecs qui existent. Ça se voit beaucoup sur Instagram parce qu'on cherche à plaire à l'algorithme. Mais tu as aussi la possibilité de voir ce genre de choses d'un autre œil et de les faire différemment et de te dire que tu n'as pas envie d'être ça et tu as envie d'être autre chose. Et du coup, je trouve que ça t'ouvre infiniment plus de possibilités que d'apprendre d'une personne qui te transmettait certes tout son savoir sur la durée, mais ça restait un savoir limité. Peut-être que tu peux te contenter de faire une école de photo où tu vas apprendre justement tout ça et après te développer par toi-même par rapport à ce qui existe. Mais j'ai presque envie de dire qu'en écoutant les 110 épisodes de podcast que j'ai enregistrés jusqu'à aujourd'hui, tu as accès à plus de savoir que tu pourras jamais en retenir. Et je me suis même fait une réflexion il n'y a pas longtemps. J'ai fait une très grosse formation il y a 3 ou 4 ans qui s'appelle To Man You. J'ai repris mes notes il n'y a pas longtemps et j'ai commencé à les remettre au propre et je me suis aperçu que sur toute la formation qui était quand même étalée sur 14 semaines, j'avais dû retenir 5% de ce qu'ils ont dit. Et encore 5%, c'est généreux. Donc oui, tu pourrais apprendre avec quelqu'un qui va te transmettre du savoir de manière régulière et tout, ou tu peux bosser par toi-même et finalement, est-ce que tu es plus mal loti? Je ne suis pas certain. En réalité, je pense que déjà en info gratuite, tu as pas mal de choses sur Internet. Si tu fais l'effort de payer, et quand on dit payer, aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des formations, tu peux en faire prendre une énorme partie en charge par des organismes comme le FAFSA. En vrai, je ne suis pas sûr que tu es plus mal loti aujourd'hui qu'avant, surtout qu'un workshop, tout est condensé dans quelques jours. Et en fait, ce que tu aurais appris sur plusieurs années avec un maître, tu l'apprends quelques jours sur le workshop. Après, il ne tient qu'à toi d'être motivé, de travailler. De toute façon, c'est le fait que tu vas appliquer, chercher à appliquer, travailler et essayer d'avancer qui va faire que tu vas progresser et pas le reste. Donc voilà, je suis pas sûr que c'était mieux avant, en vrai. C'était différent.
et ça sert à rien en fait de ressasser que ça aurait pu être comme ça, c'est pas comme ça. J'ai envie de dire qu'on a les cartes qu'on a et qu'on joue avec, et que c'est comme ça, et que peut-être dans les années 90, j'aurais pu apprendre différemment, j'aurais pu bosser dans un journal avec un éditeur qui m'aurait fait travailler différemment, qui aurait été hyper exigeant, qui m'aurait fait progresser plus vite. Mais est-ce que j'aurais aimé la photo comme je l'ai aimé en étant à mon rythme, en découvrant comme je veux découvrir, en la considérant d'abord comme un travail, en étant privé pendant le Covid, en revenant à la photo par amour pendant le Covid parce que ça me manquait. Voilà, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de bonne et de il y a pas de bonne et de mauvaise manière de faire. Il y a ce qu'on a et on fait avec. Donc, si tu n'as pas accès au compagnonnage, c'est pas grave. Il y a d'autres manières de faire. Avance, j'ai envie de dire, comme je disais plus haut. Fais le premier pas par toi-même. Et puis peut-être que simplement, dans la FFPMI, tu n'auras des relations avec un mentor. Tout simplement. Moi, il y a des gens avec qui je suis devenu copain. Quand ils ont des questions, ils m'appellent. Et ils me les posent et je les aide. Et c'est pas un problème. Et je les fais bosser sur certains jobs et je leur apprends tout ce que je peux leur apprendre à ce moment-là. On n'a pas cette relation de compagnonnage, mais on peut avoir ce rapport de mentor aussi. Et ça fonctionne, en fait. L'essentiel, il est là. Voilà, je crois que j'ai répondu à pas mal de questions aujourd'hui. On a 1 heure d'épisode bien chargé. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Les gens qui ont répondu, les gens qui ont posé des questions, j'espère que j'ai répondu d'une manière qui vous convient, et en tout cas dans laquelle vous allez apprendre quelque chose, que je vous aurai apporté quelque chose, en tout cas, même si je ne prétends pas avoir la science infuse, mais j'ai une manière de voir les choses et je la partage avec vous. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode normal, régulier de Dans l'œil du photographe, qui sera une interview que j'enregistre le jour où cet épisode paraît. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très vite. Et on se retrouve sur le Discord, peut-être même de vive voix très prochainement. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr et aussi nous rejoindre sur le Discord Dans l'œil du photographe. Le lien est en tête de la page d'accueil du site. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous aide énormément en termes de classement. Merci. Et on se retrouve dans une quinzaine de jours dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ciao, ciao.